Alors, je vous invite à changer de phase, passer de gaz aux aérosols, à la phase liquide et solide, et aussi changer de taille, parce que les molécules de gaz sont beaucoup plus petites que les aérosols. Et comme aujourd'hui on a abordé essentiellement le sujet du CO2, je vais faire une introduction générale sur les aérosols, de quoi il s'agit, et qu'est-ce que c'est les aérosols carbonés. Finalement, ma présentation a 3 parties. Qu'est-ce que c'est les aérosols carbonés, leurs propriétés, pourquoi on s'intéresse, les sources, la distribution globale des composés des aérosols carbonés les plus connus, de carbone souillé et de carbone organique, et discuter un peu les impacts climatiques et les impacts sur les écosystèmes. Alors, les aérosols sont vraiment tout petits, hein, on ne peut pas le voir. Leur taille, vous voyez sur cette image, on voit des types d'aérosols. En parlant des aérosols, on parle essentiellement de particules qui sont solides ou liquides et qui sont suspendues dans l'atmosphère. Alors, on ne parle pas... le mot aérosol, il a une population derrière lui. Hein. Ce n'est pas juste une particule, c'est plusieurs. Ils sont dans l'atmosphère. Il a aussi le fluide autour. Et sur cette figure, on voit des images de différentes particules qui existent dans l'atmosphère. En fonction de leur taille, le diamètre des particules en nanomètres, ça veut dire c'est N10-9 mètres, ça veut dire c'est trop petit. Et on voit les différentes particules de la côté gauche vers la côté droite, les plus petites, vers les plus grandes. Ce qui est en bleu ici, on les appelle particules fines ou aérosols fines quand ils sont suspendus. Ce qui est à droite, en rouge, là, c'est les particules les plus larges. Et vous voyez bien en rouge encadré certaines de ces particules qui ont des formes complètement différentes, des tailles différentes, mais qui tous contiennent du carbone. Alors ça, c'est des particules carbonées. Alors déjà, la première chose qu'on sait, c'est que les aérosols sont de différentes tailles, de différentes compositions chimiques, parce qu'on voit d'autres choses ici. On voit l'acide sulfurique, qui est une belle sphère, idéale pour un modèle. On voit les sels de mer qui ont une forme pas très sphérique. Les poussières désertiques. Ici, on voit le grain de pollen qui vient de la végétation, l'effet de biomasse, qu'est-ce qu'ils émettent, les aérosols d'effet de biomasse, et ça c'est le carbone souillé, et là c'est d'organique cristalline. Pourquoi on s'intéresse à tout ça, c'est parce qu'ils ont un impact, et cet impact il est important pour la santé. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes de respiration quand on a des grands problèmes de pollution avec des taux élevés des aérosols dans l'atmosphère. Et on a aussi des problèmes de climat parce qu'ils interagissent avec la lumière, mais aussi ils affectent, comme on va voir plus à la suite, les propriétés des nuages. Et il affecte aussi la visibilité, l'interaction avec la lumière, la radiation. Il a aussi affaire avec la visibilité. Et finalement, vu que je suis chimiste, ça m'intéresse aussi la partie chimie. Alors, ce sont des belles surfaces où on peut faire de la chimie hétérogène entre les gaz et les particules. Et on peut affecter l'ozone, dont vous connaissez que c'est un oxydant dans l'atmosphère qui a un effet de gaz, qui est un gaz à effet de serre, pardon. Alors, pour tout ça, on est intéressé pour la partie climatique des aérosols. Ici, je vous montre une photo que je trouvais sur le web sur un cas de pollution à Pékin.
C'est intéressant, là, vous pouvez me dire qu'on voit les aérosols. Non, on ne voit pas un aérosol, hein, on ne voit pas une particule, on voit toute la quantité. Là, on a peut-être 10 millions d'aérosols par mètre cube, 10 millions de particules par mètre cube. Alors on parle de grandes quantités, et ce qu'on voit en réalité, c'est le changement de la direction et l'atténuation de la lumière solaire qui arrive à nos yeux. C'est pour ça qu'ils réduisent la visibilité. Et si on passe de ces petits phénomènes à l'échelle du globe, là, on commence à parler plus de la visibilité, mais on commence de la façon que la Terre voit le Soleil. Alors, on parle plutôt de l'effet radiatif après des aérosols, de l'effet direct. Alors, les phénomènes sont liés. Et si on regarde la masse, pour comprendre un peu de quoi on parle vraiment de très petites quantités. Là, par mètre cube, on peut en avoir jusqu'à un microgramme de masse, ou peut-être un et demi maxi par mètre cube. Et là, on voit une autre image avec une concentration des aérosols de taille fine, de diamètre inférieur à 2,5 micromètres de taille, et la même image quand on a 10 fois plus d'aérosols dans l'atmosphère. Alors, ils existent là, c'est un problème sur la visibilité, sur la santé, sur le climat, mais c'est aussi ils ont aussi une contribution aux écosystèmes parce qu'ils sont mêlés dans les cycles biogéochimiques, pas uniquement du carbone, mais aussi des nutriments, parce que on va voir, mais ils peuvent être porteurs des nutriments comme le fer, le phosphore ou l'azote. Comme ça, avec leur transport et leur dépôt à la surface, ils peuvent fertiliser les endroits où ils se déposent. Alors la santé, évidemment, vous savez pourquoi on est intéressé par les aérosols, parce qu'on les respire. En les respirant, on a 3 étapes. S'ils sont des grosses, ça reste à l'entrée de notre voie aspirateur. Et avec la toux, on les enlève. Alors c'est facile, là, on est sauvé. Ça, c'est les grosses particules. Mais s'ils sont plus petites, ils sédimentent, ils passent dans la trachée. Alors là, on a du mal à les enlever. C'est plus difficile. Ça peut rester dans le corps pendant plus qu'une heure et pendant quelques jours jusqu'à ce qu'on vraiment arrive à enlever tout ce qui est là-dedans. Et quand ça passe vraiment tout en bas de notre système respiratoire, il peut pénétrer dans le sang, il peut arriver même jusqu'à notre cerveau là, et provoquer des problèmes. Le dégagement là, il est beaucoup plus lent. Et on parle de durée de vie de résidence dans le corps de plusieurs mois maintenant, 300 jours, c'est presque une année là. Alors là, c'est la toxicité des composés qui sont présents à l'aérosol, c'est ça qui va provoquer les différents problèmes. Les maladies les plus fréquentes liées à des grandes concentrations des aérosols sont des bronchites, sont des problèmes respiratoires et de l'asthme, qui est assez élevé dans des régions qui ont des grands taux d'aérosols dans l'atmosphère. Mais si les aérosols contiennent des métaux, on peut avoir des cancers, on peut avoir plein de problèmes médicaux qu'on ne va pas traiter plus aujourd'hui. Alors, l'impact climatique des aérosols. On a 2 types, 2 grandes catégories d'impact. L'un, c'est l'effet direct. Ça veut dire l'interaction directe des aérosols avec les rayonnements solaires. Il y a des aérosols qui peuvent absorber les rayonnements solaires et des aérosols qui peuvent agir comme des petits miroirs, alors refléter ces rayonnements solaires. Alors, l'impact qu'ils ont sur le bilan de l'atmosphère, c'est-à-dire combien finalement de radiation reste pour chauffer la Terre.
c'est l'effet direct des aérosols, c'est-à-dire la perturbation qui est de ce rayonnement qui est due à la présence des aérosols. Par contre, ce n'est pas uniquement ça. Ça, c'est, disons, la partie la mieux connue de l'impact des aérosols. Il y a une grande incertitude sur ce qu'on appelle l'effet indirect des aérosols. Et là, il y a plusieurs types d'effets. Alors, et ça, il a à faire avec la propriété des aérosols à jouer comme un noyau de condensation, c'est-à-dire on a des petits aérosols, des petites particules sur lesquelles il y a l'eau qui se condense. Alors, il facilite la formation des nuages ou il facilite il change la densité des nuages s'ils sont déjà là, les nuages. Alors, on a différents effets. On a l'effet sur l'albédo des nuages. Pratiquement, c'est qu'on a l'effet sur la durée de vie des nuages, on a un réchauffement ou évaporation des nuages. En faisant un résumé de tout ça, ce qui se passe, c'est quand on a une atmosphère polluée, on a beaucoup de petites particules qui sont partie de la population d'aérosols qui peuvent faire des petits noyaux de condensation. Alors, nos nuages, pour la même quantité d'eau existant dans l'atmosphère, nos nuages, ils ont des gouttes plus petites. Parce que chaque goutte se concentre autour d'une particule d'aérosol. Alors ça change la réflectivité des nuages. Et ça, c'est l'effet sur l'albédo, la capacité de la nuage de refléter la lumière. Le deuxième effet, il a à faire avec la durée de vie des nuages, parce que si on a un grand nombre de noyaux de condensation, on a la possibilité d'avoir plus d'eau. On n'est pas limité à l'eau. Ils ramassent plus d'eau, alors ils deviennent plus grands. Et ces nuages, ils peuvent avoir une durée de vie plus longue par rapport aux nuages avec des plus petits nombres de noyaux. Et finalement, on a aussi l'effet semi-direct qui a à faire avec l'échauffement des nuages. Pratiquement, ça c'est essentiellement quand on a des particules carbonées de carbone suie, par exemple, dans les nuages, qui réchauffent les nuages, absorbent la radiation et réchauffent les nuages. Alors, le nuage s'évapore, une partie des nuages s'évapore. Alors, ça, c'est l'effet semi-direct. On a encore un effet qui sûrement intéresse Édouard, c'est l'impact du carbone suie, du carbone noir, sur l'albédo de la surface par déposition sur la neige. Parce que la neige, elle est blanche, quand elle est propre, elle reflète bien la lumière. Alors cet endroit c'est bien refroidi par la réflexion sur la lumière, mais quand on a quand même du carbone suie dans la neige, elle devient plus foncée, alors là, la neige commence à fondre. Alors l'impact de la déposition du blanc carbone sur la neige, c'est une partie importante. Il est sous investigation pour le moment. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes là-dessus. Alors, pour évaluer les impacts des aérosols, on doit connaître la distribution atmosphérique des aérosols, et en particulier des aérosols carbonés qui nous intéressent. Et ça dépend de sources qui peuvent être primaires, ça veut dire qu'ils peuvent être émis directement sous forme aérosols particules dans l'atmosphère, ou secondaires, ils peuvent être produits chimiquement dans l'atmosphère par différentes réactions. Ils peuvent être transformés au cours de leur trajet dans l'atmosphère, comme nous on vieillit, les aérosols vieillissent aussi, et changent chimiquement et physiquement. Et ils peuvent être transportés alors dans l'atmosphère, être déposés ou affecter des régions plus loin.
et finalement ils peuvent être déposés. Et là, on doit savoir comment ils sont déposés par lessivage ou par sédimentation. Et une partie peut évaporer aussi, parce qu'on a, on a un système, on a des composantes qui sont dans la phase particulière, qui est quand on chauffe un tout petit peu l'aérosol, il peut évaporer de nouveau. Ça, c'est typiquement le cas de nitrate d'ammonium, mais c'est aussi le cas de certains composés carbonés organiques. Finalement, on doit savoir les propriétés de ces aérosols, la taille, si c'est petit ou grand, parce qu'il réagit différemment avec la lumière, la composition chimique, si c'est soluble ou si c'est hygroscopique, s'il vaporise facilement, s'il absorbe la lumière ou s'il la reflète, et s'il est toxique. Grosso modo tout ça. Alors je vais essayer de le prendre un par un, et il faut éventuellement ne pas sous-estimer les incertitudes à nos connaissances. Cette photo nous montre, que j'ai pris d'un site de NASA, nous montre la distribution des aérosols atmosphériques. Ici, on voit bien les aérosols désertiques. Vous voyez la Sahara et l'aérosol qui est transporté depuis Sahara. On voit les aérosols carbonés, là, faits de biomasse, mais aussi de la végétation. On voit bien là, ici les aérosols de sulfate qui viennent de pollution, et à la fin, là-bas, les sea sprays, les aérosols qui viennent de sel de mer. Si on regarde en particules fines et grosses particules, ça c'est des résultats de notre station à Finocalliac, et Michel l'a montré ce matin, on voit que les aérosols qui nous intéressent, les carbonés, sont environ dans le 37, disons 40% des particules fines, avec diamètre inférieur à 2 micromètres, et ils sont beaucoup moins présents dans les grosses particules. Et grossièrement, entre les deux, on a 40% sont des particules fines et 60% sont de grosses particules dans cette région. Mais si on regarde en détail maintenant la composition de PMM, c'est-à-dire de vraiment petites particules d'1 micromètre de diamètre, et ça c'est des observations du mois de juillet 2013, on voit que les organiques qui sont en rouge ici, les carbones organique non réfractant, qui est sur la taille des aérosols petites, il est, dans notre cas, plus important que les aérosols de sulfate qui sont connus pour leur effet sur le refroidissement de la planète. Ça, c'est pour les particules fines, et ça, c'est observé aussi dans d'autres endroits. En vert, c'est la partie organique et des aérosols, et on voit bien qu'elle fait une grande partie de la composition de ces aérosols à différents endroits du monde. À part les aérosols tout petits, le carbone organique, il est aussi présent dans des grandes tailles, comme les grains de pollen qu'on voit ici, de différentes tailles, différentes formes. Il est aussi dans les virus, là c'est une image d'un site web encore, le virus, micrographie électronique d'un virus de grippe. Et là, on a des 100 nanomètres de longueur. Alors, c'est vraiment de tout petit, et tout ça, on peut le respirer évidemment, mais ça fait partie des particules qui ont un impact climatique, mais sur les cycles biogéochimiques aussi. Ici, là, des images de microscope électronique en transmission, des aérosols atmosphériques, ce qu'on observe dans l'atmosphère, à la sortie du sous-levant à l'est de l'Asie. Alors, il y a beaucoup d'anthropiques, d'aérosols anthropiques. Il y a des flèches noires qui nous montrent des endroits où on a du carbone suie, noir, et des flèches blanches qui nous montrent des endroits où ils voient sur ce filtre d'aérosols qu'ils ont
observé, on voit du carbone organique réfractant qui est du carbone amorphe, des sphères de carbone amorphe. Là. Et là, c'est une image plus grande encore. Là, on parle des amplifications pour en avoir de 500 nanomètres ici. On voit vraiment des amplifications de 10 000 fois ou 20 000 fois par rapport à la réalité. Alors, on voit alors deux types, le carbone suie et le carbone organique réflectant. Voilà. En réalité, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'on a un grand nombre de composés organiques et carbonés, pas uniquement organiques, qui sont présents dans l'atmosphère. Nicolas Marchand, après, il va vous montrer les détails sur les formes chimiques qu'ils peuvent avoir, mais croyez-moi, c'est plus que 1000 composés qu'on peut détecter. Et évidemment, on a besoin de les grouper d'une façon pour pouvoir prendre en compte leur importance dans les modèles chimie et climat. Et la façon qu'on les groupe dans 3 grandes catégories sont 2. L'une, c'est la réfractivité chimique, c'est-à-dire la résistance de composés au feu, si on peut dire. Alors, on a le carbone organique non réfractif du bas vers le haut jusqu'au carbone élémentaire. Entre les deux, on a un carbone organique réfractif il est connu comme brown carbon. Ça, c'est la classification thermochimique d'un côté. De l'autre côté, on a la classification optique. On a le carbone non coloré, le carbone blanc, le carbone organique traditionnel, ce qu'on parle du carbone organique. On parle de celui-là d'habitude. Et on a de l'autre côté, on a le carbone suie, le carbone noir. Et entre les deux, on a le carbone organique coloré, qui est la partie réfractive, qui est la partie la plus inconnue. Et maintenant, on commence à l'étudier vraiment. Et c'est composé polycycliques aromatiques de type humique, des houlis, qui sont des molécules avec plusieurs fonctions aromatiques et carboxyliques, etc. Et aussi des biopolymères. Le carbone suie, on peut l'avoir dans la tête comme des structures moléculaires de couches de graphène, ça veut dire qu'il y a du carbone. Par contre, le carbone organique traditionnel, le blanc, c'est des hydrocarbures et leurs dérivés en chimie de faible masse moléculaire. Alors, vous voyez, déjà, c'est compliqué. On a du carbone qui absorbe tout, on a du carbone qui absorbe mais pas tout, et on a du carbone qui absorbe rien du tout au point de vue rayonnement solaire. Alors là, ça complique notre système. Alors, je vois que jusqu'à maintenant, j'espère que vous avez bien compris mes définitions. Alors, on va aller un peu plus vite maintenant. Alors, les sources des aérosols carbonés, on peut les grouper en 2. Ceux qui sont communes entre le carbone suie et le carbone organique, qui sont la combustion, source de combustion, anthropique, énergie, production d'énergie, industrie, transport, incinération de déchets, combustion domestique et l'effet de biomasse. Et après, on a tout un tas de sources qui produisent ce qui est du carbone organique. Et ça, c'est des débris végétaux, de pollen, bactéries, microbes, virus, on a vu certains là, les échanges de la surface de l'océan et l'oxydation des composés organiques volatiles biogéniques par les végétaux ou anthropiques par les activités anthropiques qui produisent des composés semi-volatiles ou peu volatiles qui forment des aérosols dans l'atmosphère. Alors ça, c'est une source secondaire. Et là, je vais dire que Laurent il a fait une bonne introduction sur les rétroactions avec le climat. Alors maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est une rétroaction. Moi, je vais juste vous mentionner ici que ces sources naturelles, c'est qui ont affaire avec le fait de biomasse par les forêts. Il a des faits naturels.
il a les émissions par la végétation et aussi les émissions par l'océan, parce qu'il a la biologie marine qui est impliquée et la météo qui est impliquée, sont contrôlées en partie par le climat, la température et la lumière. Et comme ces sources produisent des aérosols qui affectent le climat, on a un système de rétroaction qui sont négatifs cette fois-ci. Ça veut dire, en augmentant les émissions, on fait plus d'aérosols qui réduisent le soleil qui entre, la lumière qui passe jusqu'au système végétal ou marin. Ils réduisent aussi la température, alors on a moins d'émissions. Alors c'est un feedback de stabilisation du système terrestre. Sur cette figure, on voit différents composés du black carbone. Là, le carbone coloré, différents types de carbone coloré qui viennent de faits de biomasse essentiellement. Et en bas, on voit les aérosols organiques secondaires, ceux qui sont formés dans l'atmosphère, en fonction de leurs propriétés absorbantes. Alors là, on a peu d'absorption de la lumière, et là, on en a beaucoup. Et ça, c'est en fonction de la longueur d'onde aussi, parce que la lumière, elle est spectrale. On a à différentes longueurs d'onde. Alors, je vais aller un peu voir l'effet de biomasse. C'est une source des aérosols carbonés. On voit bien l'effet de biomasse au-dessus de la Grèce, ici, avec un satellite, SeaWives. Ils ont un impact sur la qualité d'air, mais ils ont aussi un impact par fertilisation des écosystèmes, là où ils se déposent, parce qu'ils transportent aussi des nutriments comme phosphore, fer et azote. Et ici, on voit une belle icône de la fumée à la place Sidam, à la place centrale à Athènes, en 2009, quand on a eu le grand feu de forêt autour d'Athènes. Alors ça, c'est un problème avec la pollution d'air, que Nicolas il va entrer dans les détails sur la chimie là-dedans. Et ici, on voit on a une vue globale des surfaces chaudes, là où se passe au niveau global les grands feux de forêt. Après la source marine des aérosols, essentiellement organique, elle est contrôlée par la météorologie et la biologie marine. Il a différents types de... C'est le vent qui fait dégager pratiquement le sea spray, le sel de mer de la surface de l'océan, et ça emporte avec le sel de mer, il a aussi des parties organiques qui peuvent être des bactéries qui sont dans l'eau ou qui peuvent être du carbone organique mort dans la surface de l'océan. De l'autre côté, les aérosols organiques viennent se déposer aussi en partie sur la surface et apporter leurs propres nutriments pour la mer. Ici, on voit une vue intégrée du carbone organique dans l'atmosphère. En P, c'est les particules, et en G, c'est les gaz. Et là, il faut savoir que quand même, on a aussi bien des gaz et des particules émis en forme organique. Et les deux, il faut tenir compte des deux parce qu'ils changent entre les deux. Il y a l'un qui produit l'autre. Il y a les aérosols qui peuvent s'évaporer et donner un peu de gaz qui après réagit dans l'atmosphère et qui reforme des aérosols peut-être plus toxiques. Et les gaz qui sont émis dans l'atmosphère qui peuvent former des aérosols. Alors on voit au total, on a 10 fois plus des émissions organiques sous forme de gaz que sous forme particulière de différentes sources. La source majeure, c'est la végétation. Et là, je voulais quand même faire un point qui est intéressant par rapport au CO2. La végétation, pour le CO2, ça agit comme un puits du CO2, mais pour le carbone organique, c'est une source de carbone organique. Et si on regarde un petit peu, ça c'est un truc que j'ai gardé là c'est un téragramme de carbone. Tout à l'heure, on voyait des gigatonnes de carbone pour le CO2. Alors le téragramme, c'est 1000 fois plus petit comme unité.
Alors les 1100 à peu près de téragrammes de carbone qui sont émis sous forme organique par l'écosystème terrestre, là, il correspond à 1 point quelque gigatonnes du CO2 qu'on a parlé, qui est un puits sur la végétation. Hein. Je me rappelle un chiffre comme ça que j'ai vu aujourd'hui. Alors on a des choses quand même comparables. Et la transformation dans l'atmosphère change la composition de l'aérosol en azote et aussi, il peut ajouter aussi d'autres, en azote essentiellement, mais en autre aussi en oxygène. Change la volatilité et l'hygroscopie de l'aérosol. On a des liens de l'aérosol organique avec les nutriments parce qu'ils transportent de l'azote et du phosphore. Et finalement, via le dépôt, on a des rétroactions avec la chimie et le climat. Alors, qu'est-ce qu'on sait pour le carbone organique en surface? Ça, c'est les observations à plus que 1000 stations de mesure, des observations qui dans certaines stations, datent plus que... C'est une série de 20 ans de mesures. On a compilé ça, on a trouvé ça comme carte. Vous voyez, on est loin d'avoir une belle vue comme pour le CO2 par les observations. C'est tout ce qu'on a. Et en bas, on voit la médiane de 30 modèles globaux. Et vous pouvez constater que les modèles sous-estiment les niveaux de carbone organique au-dessus de nos régions. En plus, ça c'est encore les modèles. Et là, c'est la divergence des modèles, à part la sous-estimation par les modèles qui montrent qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. On a une grande divergence de modèles. Ça, c'est le rapport de la moyenne standard de différents modèles sur la moyenne des modèles qui nous montre comment les modèles divergent l'un de l'autre. Si on a un grand rapport, en rouge ici, on a une grande divergence, ici aussi. Alors là, on comprend pourquoi on a une grande divergence, c'est parce qu'il y a beaucoup de modèles qui ne tiennent pas compte de la source marine, par exemple des aérosols organiques. Mais la divergence, elle est aussi dans la verticale. Et là, ces profils verticaux sont nécessaires à être corrects pour pouvoir tenir compte, calculer l'effet climatique de ces aérosols. Alors, je ne vais pas vous montrer des résultats sur les effets climatiques de ces aérosols avec ces profils, parce qu'ils sont très variés. Il a des variations de 2 ordres de grandeur à la troposphère libre, et ça, c'est dû en partie à la dépendance de ces aérosols avec la température, parce qu'ils peuvent évaporer et recondenser, comme on dit tout à l'heure. Alors, les modèles sous-estiment. On a une grande divergence entre les modèles. Il y a plusieurs raisons qui sont dues, auxquelles on peut attribuer ces divergences, cette incertitude. Source primaire, la chimie dans l'atmosphère, le contenu d'autres éléments que le carbone et l'hydrogène dans l'aérosol organique, dépendance sur la température et la durée de vie d'aérosol qui est très courte, je ne vous ai pas dit au début, elle est de quelques jours. L'aérosol carboné, c'est moins qu'une semaine. Et ça, c'est vraiment très court par rapport au CO2. Alors là, c'est le carbone suit. Le carbone suit, les émissions du carbone suit dans l'atmosphère sont grosso modo 10 fois plus faibles que celles du carbone organique. Elles sont 1/3 par l'effet de biomasse et 2/3 par la combustion par les anthropiques. Là, c'est la colonne de troposphérique du carbone suit moyenne par les modèles Aérocom. On voit les maxima au-dessus des zones de l'hémisphère nord où on a la source anthropique de combustion, ou au-dessus des tropiques où on a la combustion d'effet de biomasse. Et si on regardait l'effet direct de ces aérosols, l'absorption par le carbone suit, ce serait exactement une image pareille, avec d'autres unités évidemment. Ça veut dire que l'aérosol, il a une grande différence par rapport au CO2, c'est que l'effet climatique des aérosols, il est régional, il est limité à l'endroit où ils sont émis ou un tout petit peu plus loin, là où ils sont transportés.
dans les 5 ou 7 jours, selon leur durée de vie, dans l'atmosphère. Après, ils sont partis, ils sont déposés. Alors, ils n'ont plus d'effet climatique via l'interaction avec la radiation et les nuages, mais ils ont un effet climatique via le changement des cycles biogéochimiques à cause du dépôt de nutriments. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même tenir compte dans les modèles. Celle-ci montre la distribution verticale du black carbone là, du black carbone. Les mesures sont en noir. Et là, le gris, c'est la variabilité des mesures. Et les différents traits sont des différents modèles. Et sur cette image, on voit les endroits où les vols ont été faits en couleur. Et on voit aussi, par-dessous, on voit le forçage relatif du black carbone par l'effet de biomasse émis par l'effet de biomasse et émis par le biofuel. Alors, on voit bien qu'il est localisé ici, par exemple, au-dessus de la côte est de l'Asie et au-dessus des Andes. Conclusion de ça, c'est qu'on a aussi la grande divergence en altitude qu'on a vue pour le carbone organique, on le voit aussi pour le carbone suie. Alors là, le rôle des aérosols selon l'IPCC en 2013, il apparaît ici. Le carbone suie, il est presque 0,5 watts par mètre carré qui correspond à un réchauffement du planète. Le carbone organique, il est de l'autre côté en moitié que c'est de carbone suie, ça veut dire moitié d'intensité en watts par mètre carré, mais il refroidit. Parce que notre concept de carbone organique, c'est le carbone blanc qu'on a dans les modèles. On ne connaît pas grand-chose sur la distribution globale de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était le carbone coloré, qui absorbait. Alors ça, c'est une chose qui manque dans cette figure. Je voulais quand même faire une remarque ici, c'est que le CO2 qui est là-dessus, qui est 1,5 à 2 watts par mètre carré de forçage positif, ça veut dire qui chauffe la planète. Cette estimation elle est basée essentiellement sur des mesures, c'est-à-dire on a vraiment bien fondé la distribution du CO2 atmosphérique avec des mesures. Par contre, pour le rôle des aérosols, on est obligé, à cause de leur courte durée de vie et des limites expérimentaux, de la baser sur des modèles dans lesquels on intègre les observations, mais vous avez vu qu'il y a des grands décalages quand même entre les modèles et les observations. Voilà. Ah oui, ce que je n'ai pas dit ici, c'est qu'ici, on a l'impact indirect de tous les aérosols sur les nuages et sur le climat. Alors, que peut-on faire? Je vais aller un peu rapide sur celle-ci. On va regarder cette image-là. Ça, c'est le résultat d'un projet européen, Eclipse, qui s'intéressait essentiellement de voir si on peut faire quelque chose pour réduire le forçage radiatif des composés à courte durée de vie. Ça veut dire qu'on élimine le CO2, on regarde les autres. Ce qu'ils appellent SLCP. Et parmi lesquels c'était le black carbone, alors le carbone suie. Alors, ils ont fait des estimations des émissions du carbone suie depuis 1990 à 2050. En bleu, c'est si on continue à faire vivre notre vie comme on la vit actuellement, ce qu'ils appellent current legislation. Avec des traits ici, c'est si on n'applique pas de contrôle à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire on arrête le contrôle, on voit qu'est-ce que ça va se passer. Et là, c'est si on essaye de faire certaines actions pour limiter le changement climatique. Et ça, ces 3 lignes, il faut les voir par rapport à l'IPCC. Et ça, c'est les RCP 2.5 à 8.5 qui donnaient cette marge grise. Alors, on a essayé de voir différents types de mesures. Et
l'efficacité de ces changements probables dans le futur, ce scénario-là, ça veut dire, et le même pour les autres composés, est montré sur cette image où on voit le changement de la température à la surface en Arctique par rapport en essayant de limiter les émissions de différents composés à la base de ces scénarios. Et on voit bien qu'on gagne avec, ça c'est l'impact de la réduction du black carbone sur la neige, l'impact climatique. Et ça c'est l'impact climatique de la réduction du black carbone dans l'atmosphère. D'accord. Alors, on voit qu'on a un refroidissement, parce qu'on aura moins de black carbone, de carbone suit dans l'atmosphère, on aura un refroidissement de l'Arctique. Par contre, pour l'aérosol organique, on n'arrive pas à avoir un refroidissement. Ce que je voulais dire là, il faut regarder, les chiffres sont trop petits, 0,06 degrés. On parle de changement climatique d'1 ou 2 degrés. Alors, notre conclusion, c'était que les efforts d'atténuation de sources des aérosols carbonés peuvent améliorer la qualité de l'air, ça c'est sûr, là il n'y a pas de question, je ne vous montre pas ça, mais si on émet moins de carbone, des aérosols carbonés dans l'atmosphère, on respire mieux, et on vit plus, on vit quelques mois, on gagne quelques mois, beaucoup de mois, presque une année aux Andes, quelques mois en Europe, à cause de vie, à cause de l'amélioration de la qualité de l'air, mais on gagne très peu sur le climat. Alors c'est le CO2 quand même et le méthane pour gagner sur le climat. Et tout ce qu'on sait pour l'instant, on ne tient pas compte du rôle du carbone coloré qui est très incertain, et on ne tient pas compte non plus de l'impact des cycles biogéochimiques dans le cycle disons dans le puits du CO2 atmosphérique, l'impact de carbone, des composés carbonés. Alors, le carbone organique, il contient des éléments, on a dit, carbone, hydrogène, oxygène, mais il contient aussi de l'azote, du fer, du phosphore, qui sont des nutriments pour les écosystèmes. Alors là où il se dépose, il a un rôle d'ancré. Je ne vais pas rester trop là, parce que mon temps il est fini, mais je voulais quand même vous passer un message, c'est que la partie organique du phosphore et d'azote sur les dépôts atmosphériques du phosphore et d'azote, elle est importante, elle est variable, mais elle peut varier de 30 à 50 ou même 70% du dépôt total de ces nutriments de l'atmosphère à la surface, et en très grande partie, elle est aussi liée avec les activités anthropiques. Alors il faut en tenir compte quand on essaye de voir comment on change le climat, voir comment ces dépôts changent l'océan. Et depuis le passé jusqu'à nos jours, ces dépôts en azote oxydé, il a augmenté jusqu'à nos jours et après il a réduit. On attend que ça va réduire parce qu'on a on limite les émissions des oxydes d'azote. Par contre, celle de l'azote réduit, qui est l'ammonium et l'ammoniac, il a augmenté, ça va continuer à augmenter parce qu'il est lié avec l'agriculture et on a très peu de limitations là-dessus. Il n'y a pas vraiment de législation, maintenant ils essayent d'en mettre. Et l'azote organique, qui est très inconnu quand même, mais bon, on a une idée là-dessus, il reste presque constant, il augmente un peu, mais il reste presque constant, mais il va être important dans le futur. Et ces changements, ils induisent un changement d'acidité atmosphérique. Et la question, c'est si ces changements d'activité atmosphérique affectent aussi les nutriments. Ces changements d'activité, il a à faire aussi bien avec l'acidité inorganique, les acides nitriques et sulfuriques, mais aussi des acides organiques. Et on a une augmentation depuis le passé et on a une réduction dans le futur. Et là, on considère qu'il y a des interactions entre les émissions naturelles, par exemple de poussière désertique, et les émissions anthropiques, l'acidité.
qui est aussi organique, qui est inorganique, qui font que ces minéraux qui sont sur les poussières désertiques deviennent plus solubles. Et ça, il a eu comme résultat, je vais vous montrer ça, il a eu comme résultat que cette partie du fer soluble qui est due à la solubilisation de poussière par l'acidité et la partie organique et les acides organiques de l'atmosphère, elle a augmenté depuis le passé. Là, on la voit bien partout au-dessus de l'océan. Elle va diminuer dans le futur. Alors, notre conclusion là-dessus, c'est que des quantités importantes de nutriments sont sous forme organique et la déposition soluble a augmenté depuis le passé et sera probablement réduite dans le futur à cause des émissions anthropiques qui sont régularisées. Et le dépôt de ces composés affecte les écosystèmes et affecte le puits de carbone atmosphérique dans l'océan et on doit tenir compte de ça. Et finalement, je pense qu'on n'est pas prêt à dire quel est l'impact climatique des aérosols organiques parce qu'exactement, on ne tient pas compte de toutes ces rétroactions qui existent dans l'atmosphère entre les sources naturelles et le climat atmosphérique, en tenant compte aussi la partie cycle biogéochimique et dépôt. Et je vous remercie et je demande à Nicolas de m'excuser pour les 5 minutes de plus que j'ai fait.